La Manufacture RH vous présente 13e mois. Être DRH, c'est être en connexion avec l'ensemble des départements de l'entreprise, au plus près à la fois des salariés, des partenaires sociaux et surtout au service du développement de l'entreprise. On peut construire un parcours et surtout, on peut changer de métier plusieurs fois chez Lidl. C'est ce qui fait aussi toute la richesse. Oui, SQVT, c'est mettre la santé, la sécurité en priorité. Et c'est développer cette culture sécurité au quotidien. On veut tester la semaine de 4 jours pour nos équipiers polyvalents 30 heures. La fameuse semaine de 4 jours dont tout le monde parle en ce moment. Donc nous, on veut se donner l'opportunité de dire est-ce que ça peut fonctionner chez Lidl ? Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ? C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH, HRBP, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Laetitia. Bonjour Flaubert. Bienvenue dans 13e mois. Merci beaucoup. Bon, je dois vous le dire Laetitia, moi j'adore les pubs Lidl. Ces pubs qu'on entend sur toutes les radios de France et de Navarre avec cette petite phrase désormais devenue culte. Ah, on est mal patron, on est mal. Alors j'aime beaucoup les pubs commerciales pour la marque, mais ce que j'ai trouvé très fort, c'est aussi la campagne marque employeur à travers laquelle vous avez mis en avant non pas les salariés eux-mêmes, comme on aurait pu se l'attendre, mais leur famille avec un titre évocateur bien plus qu'un job. C'est en effet la première fois que des témoignages de conjoints ou de parents de salariés sont mis en avant pour montrer ce que le fait de travailler chez Lidl a apporté aux collaborateurs, mais aussi à son entourage et également dans sa vie quotidienne. Alors Laetitia, vous êtes donc depuis 1 an et demi la directrice exécutive ressources humaines de Lidl et vous aimez rappeler que l'enseigne n'est pas qu'un hard discounter. Vous êtes une enseigne de proximité au meilleur prix, tournée vers les clients et ses équipes. Dans cet épisode, on va évidemment se concentrer sur la partie équipe, ce que vous avez fait pour ces équipes et plus spécifiquement dans 2 thématiques, la QVT et les évolutions internes, puisque ce sont les 2 sujets qu'on a choisi de retenir en préparant tous les 2 cet épisode. Avant de parler de tout ça, qui êtes-vous, Laetitia de Montgolfier ? Alors, je suis Laetitia, vous l'avez dit, directrice exécutive RH chez Lidl. Je suis une passionnée des RH. J'ai un parcours que j'ai commencé chez Coca-Cola Entreprise. J'ai continué chez Veolia, propreté puis Veoliao. J'ai ensuite poursuivi dans une entreprise allemande dans la plasturgie qui s'appelle RKW, puis Amazon et enfin une start-up avant de rejoindre Lidl. J'ai occupé à la fois des postes généralistes, des postes sur de la gestion de projets, beaucoup de relations sociales et aussi bien en France qu'aux États-Unis ou sur des postes globaux. Donc des environnements assez variés en fait au final. Environnements très divers effectivement. Donc on peut être DRH et interagir dans un environnement plutôt industriel, ensuite chez Amazon. C'est la puissance des RH, c'est qu'on peut exercer dans tout type d'activité, c'est ce qui en fait l'intérêt clairement. Et donc ma première question, celle que j'aime poser à tous mes invités, c'est quoi pour vous, comment vous définissez le métier, ce fabuleux métier de DRH ? Être DRH, c'est être en connexion avec l'ensemble des départements de l'entreprise, au plus près à la fois des salariés, des partenaires sociaux et surtout au service du développement de l'entreprise. Donc c'est être cet acteur qui est au milieu de tous ses partenaires, on va dire. C'est cet acteur pivot, effectivement, ouais, dans toute l'organisation. D'accord. Un chef d'orchestre, vous le voyez comme ça ou un peu différemment ? En quelque sorte, il participe avec l'orchestre. Donc, je ne sais pas si je dirais chef d'orchestre, mais clairement au service de la direction, de l'ensemble des équipes managériales pour, en quelque sorte, servir de guide. Avec des intervenants externes aussi, c'est ça, hein, moi, que je trouvais aussi un peu compliqué dans la fonction de DRH, ou plutôt complexe, mais on a une inspection du travail, on a des organisations syndicales,
Bon, il y a tout ça, là. On est au centre de tout ce microcosme. Il y a en effet un environnement qui est aussi, lui, très divers. Et de plus en plus, je trouve, avec l'image de l'entreprise qui devient de plus en plus importante. Donc, il y a une résonance externe qui est très forte, en effet. Il y a beaucoup d'attentes dans ce que vous dites. Là, j'entends, il y a de plus en plus d'attentes au niveau de l'entreprise. Que ce soit des clients et que ce soit des collaborateurs. Et c'est ce que je trouve d'ailleurs intéressant dans la campagne marque employeur que vous avez pu faire. C'est que là, on est entre le client interne, le client externe, la marque employeur. Il y a de plus en plus d'attentes quand même, on est d'accord là-dessus ? Il y a beaucoup d'attentes. Et d'ailleurs, ces attentes changent. C'est aussi ce que nous dit le contexte, c'est qu'on doit s'adapter à l'évolution de ces attentes avec des profils qui, eux aussi, ont des attentes différentes dans l'entreprise. Donc, je trouve que notre rôle prend une dimension encore plus importante d'écouter ces attentes et de voir comment, nous, entreprises, on peut y répondre dans la limite, effectivement, du cadre de l'entreprise, sans aller forcément sur la vie personnelle de nos salariés. Mais on sait que, et c'est pour ça qu'on a fait notamment parler nos proches, forcément, la vie professionnelle peut aussi avoir une résonance sur comment on se sent d'un point de vue personnel. Et vous sentez que, c'est un sujet que j'ai déjà abordé avec certains de mes invités, mais les clients aujourd'hui, les clients externes, ceux qui viennent chez Lidl, qui achètent, ont quand même de plus en plus d'attentes sur qu'est-ce qui est fait socialement chez Lidl pour les collaboratrices et collaborateurs. Vous le sentez, ça, vous en parlez ? Alors, les clients, ils viennent pour le prix, ils viennent pour nos produits, ils viennent pour la proximité de notre enseigne. Mais en effet, ils viennent aussi pour qui nous sommes en tant qu'entreprise et en tant qu'employeur. Ça se ressent sur toute la dimension RSE, sur notre rôle aussi en matière de préservation de l'environnement, puis sur l'aspect social et comment on interagit avec les parties prenantes, aussi bien partenaires sociaux que sur des dimensions plus bien-être au travail, qualité de vie au travail, on en parlait, ou encore, vraiment de manière générale, évolution au sein de l'entreprise. Alors justement, tout le monde connaît Lidl, je veux dire, c'est une marque iconique. Si on rentre un peu plus dans le détail, Lidl, c'est qui, c'est quoi, c'est combien de magasins, combien de personnes ? Alors Lidl en France, ce sont 46 000 salariés, 1600 supermarchés, 25 plateformes logistiques et 2 sièges. C'est énorme tout ça. C'est ce qui fait notre force, effectivement, et ce qui nous rend présents au plus près de nos clients. D'accord. Si on descend un peu plus, l'équipe, votre équipe, l'équipe de la direction des ressources humaines, il y a combien de personnes ? Vous êtes un peu organisé comment, rapidement mais... Alors, on a 25 directions régionales et 2 sièges, je le disais. Donc, 25 directions régionales avec, sur chacune des directions régionales, des équipes RH. Donc, à peu près 60-70 supermarchés, une plateforme par direction régionale, plus nos équipes sièges où on a à peu près 200 personnes au total. D'accord. Et vous avez la fonction HRBP avec cette proximité des acteurs RH proches du terrain qui travaillent avec les opérations ? Alors, on a effectivement cette fonction au plus près du terrain avec nos équipes en direction régionale et on a une coordination au niveau national. D'accord. Que de chiffres et c'est impressionnant et tant mieux, bravo pour ce succès. Donc je vous propose qu'on parle du premier sujet qu'on a choisi d'évoquer, la QVT. Alors QVT, QVCT aujourd'hui, SQVT chez vous, on dit c'est SQVT, santé, sécurité, qualité de vie au travail. D'accord, bon, comme quoi il y a plusieurs acronymes. Mais au-delà des acronymes, qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière la qualité de vie au travail, la santé, sécurité, qualité de vie au travail ? Oui, SQVT, c'est mettre la santé, la sécurité en priorité et c'est développer cette culture sécurité au quotidien. D'accord. Quel constat vous avez fait, vous, à votre arrivée en la matière chez Lidl ? Il y avait des choses, j'imagine, qui étaient déjà déployées, développées. Vous avez appuyé sur quoi ? Pourquoi ? Comment ? Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place et ce qui m'a beaucoup plu en arrivant, c'est de découvrir qu'on a dans chacun de nos supermarchés un capitaine SQVT. Donc dans nos 1600 supermarchés, on a un adjoint manager qui a été formé pour être le référent en matière de santé, sécurité, qualité de vie au travail. Donc ça veut dire un réseau de 1600 capitaines SQVT qui sont coordonnés au niveau régional par un responsable santé, sécurité, qualité de vie au travail et on a aussi des références sur les plateformes logistiques. Donc ce capitaine SQVT,
c'est un opérationnel. C'est un opérationnel, absolument, qui est formé pour pouvoir intervenir, faire des briefs en matière de sécurité, pour pouvoir sensibiliser ses collègues sur des thématiques sécurité, pour pouvoir remonter des problématiques au réseau régional. D'accord, donc dès qu'il y a un sujet QVT, hop, il est là, il gère. Alors j'imagine parfois après qu'il y ait eu un problème, et beaucoup en amont, pour essayer d'anticiper, de mettre en place des choses. Oui, la priorité reste évidemment la prévention. Il arrive qu'on ait besoin d'avoir une action post-situation, mais en effet, son rôle majeur pour nous reste la prévention. D'accord. Quand vous dites il est formé, c'est une formation donc spécifique. Vous déployez la même formation pour les 1600 capitaines SQVT que vous avez. C'est ça, dans chacune des 25 directions régionales, on a ce réseau régional qui est organisé et le réseau SQVT est formé dans chacune des directions régionales. D'accord. Alors, pourquoi vous avez choisi de mettre en place ces capitaines SQVT ? Alors, ces capitaines SQVT, ils sont en place depuis 2021. Donc, ça reste encore jeune. On est encore dans le début du fonctionnement de ce réseau SQVT. On a choisi de le mettre en place parce que, finalement, notre culture d'entreprise est basée sur la proximité. Si on veut avoir un impact sur cette culture sécurité, finalement, il faut être au plus près de nos salariés et être capable d'identifier les problématiques au plus tôt. D'où l'intérêt de ces capitaines SQVT qui sont vraiment pour nous des référents et aussi des points de contact finalement dans les supermarchés. Donc c'est vraiment un rôle clé. Et ça a été facile à mettre en place, ces capitaines. Il y a eu un peu de réticence. Il y a des questions qui sont sorties, notamment peut-être des directeurs de magasins. Ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ? Ou alors ça a tout de suite a été pris naturellement par les équipes ? Alors, les sujets de sécurité sont toujours évidemment importants et entendus comme tels. Après, de missionner un opérationnel sur des missions santé, sécurité, qualité de vie au travail, ça veut dire qu'il faut être capable, d'un moment donné dans sa semaine, accorder une priorité pour ces sujets santé, sécurité, qualité de travail, ce qui n'est pas toujours simple. Oui, c'est jamais évident entre l'opérationnel et... Exactement, de pouvoir finalement s'accorder un peu de temps, peut-être pas sur des activités purement opérationnelles, même si c'est quand même très en lien, pour se consacrer vraiment à des thématiques santé, sécurité, qualité au travail. Et puis il y a aussi la dimension formation, le temps qu'on y accorde, la dimension d'animation du réseau. Tout ça, c'est comment on optimise son temps pour le mettre à profit pour des sujets santé, sécurité, qualité de vie au travail. Alors moi, j'aime toujours bien faire le lien entre ce sujet-là qui, au départ, quand on le prend comme ça, on se dit « waouh, par où je vais le prendre ?» Mais il y a un lien très business derrière. Alors il y a tout ce qui concerne la qualité de vie au travail. Il ne faut jamais oublier que dans ces lettres-là, il y a travail. Donc, ça reste un sujet important. Mais qu'est-ce qu'on propose comme condition de travail à nos équipes ? Et qu'est-ce qu'on mesure derrière comme résultat ? Parce qu'un taux AT, ça impacte vite la masse salariale, puisque c'est indexé sur la masse salariale de l'entreprise. Donc là, vous avez déjà pu mesurer des retours, des résultats, parce que c'est très long de travailler sur un taux AT. C'est très long. Alors, on est sur une baisse très marquée de notre taux de fréquence sur les 5 dernières années. Donc, on a commencé à baisser avant la mise en œuvre de ce réseau SQVT. Et on a continué à baisser sur ces 5 dernières années. Oui, il y a un impact financier, mais il y a aussi un impact en tant que responsabilité de l'employeur. C'est aussi notre rôle d'employeur de garantir cette santé, cette sécurité. Et évidemment, des salariés qui vont travailler en sécurité vont aussi se sentir mieux au travail et forcément, ça a un impact positif sur la performance de l'entreprise. Bien sûr. Quand vous avez choisi donc d'appuyer sur cette SQVT, comme vous dites chez Lidl, qu'est-ce qui a été à la fois peut-être le plus simple et à l'inverse le plus compliqué à mettre en place, à déployer, à faire passer comme idée ? Le plus simple, c'est de rassembler autour de la thématique. Oui, c'est un sujet fédérateur. Évidemment, tout le monde a envie d'être sensible au sujet santé-sécurité, donc pas de question. Ce qui est plus difficile, encore une fois, c'est vraiment de se dire qu'on va enlever du temps, finalement, sur des activités purement opérationnelles pour les consacrer à l'animation de ce réseau. Et puis, c'est ensuite un changement d'habitude. Ça veut dire, par exemple, garder du temps dans ces briefs pour un thème sécurité. Ça veut dire consacrer du temps aussi en début de prise de poste pour un échauffement. C'est comment on structure, comment on ajoute finalement ces thématiques dans la routine. Ça veut dire, dans ce que vous dites là, j'entends
en prise de poste, en brief, il y a un échauffement. Oui, C'est-à-dire absolument. que les équipes s'échauffent physiquement. Exactement, en prenant leur poste le matin, avant l'ouverture du supermarché, il y a un échauffement avant la mise en rayon. Voilà, donc il y a un côté sportif, mais il y a un côté, oui, je me prépare aussi, parce que, oui, c'est physique. Pour exercer son activité dans les meilleures conditions, effectivement. D'ailleurs, on pourrait se dire que même dans des fonctions plus de support et dans les fonctions plus bureaux, pourquoi pas mettre en place aussi ce genre de choses. Et puis c'est un exercice aussi collectif et d'équipe, donc je trouve que c'est Il y a aussi un peu de assez team building fédérateur. derrière aussi, tout ça. Tout donc, à fait. Ça, c'est pas mal. Ok, et j'entends aussi, dans ce que vous venez de dire, ça veut dire que dans les réunions, il y a de toute façon un sujet, un suivi QVT qui est abordé, mis en place, peut-être chiffré, j'en sais rien, mais en tout cas... On veut le développer de plus en plus, mais oui, on a déjà régulièrement des briefs sécurité qui sont animés par le réseau SQVT. D'accord, donc ok. Est-ce que comme ça, vous pouvez nous partager, peut-être il y a d'autres étapes qui sont prévues sur le déploiement, parce que vous nous avez dit que c'était assez récent quand même. Donc, Oui, on a négocié un accord sur la qualité de vie au travail, alors, égalité femmes-hommes et qualité de vie au travail avec nos partenaires sociaux. On en a un qui est arrivé à échéance et on a un accord qui est à la signature, pas encore signé mais en cours. Et on a plusieurs projets. Il y en a un notamment qu'on veut lancer avec nos partenaires sociaux qui consiste à tester des modes d'organisation du temps de travail. Donc on a 4 types d'organisation qu'on veut tester. On veut tester la semaine de 4 jours pour nos équipiers polyvalents 30 heures. La fameuse semaine de 4 jours dont tout le monde parle en ce moment. Donc nous, on veut se donner l'opportunité de dire est-ce que ça peut fonctionner chez Lidl ? Donc on veut le tester. Donc on identifie des supermarchés sur lesquels on a des équipiers polyvalents qui ont un contrat de travail à 30 heures et on va expérimenter ces 4 jours. On teste aussi une organisation avec une alternance matin-après-midi qu'on n'a pas forcément aujourd'hui dans le planning. On teste une organisation avec un planning à 8 semaines versus 4 aujourd'hui. Et on veut tester un planning choisi, donc où on propose des plages et nos salariés se positionnent. Génial, ben voilà des choses très concrètes. Exactement. Planning choisi, oui, vous proposez des plages et après, moi, collaborateur, je dis, tiens, moi je choisis ça et ça. Voilà, après il faut définir l'ordre de qui se positionne en premier, etc. Mais oui. Et les plannings à 8 semaines, c'est la projection pour que chacun puisse s'organiser, c'est ça ? Pour son organisation personnelle, effectivement. Ouais, c'est ce que j'ai connu à l'époque, en effet, chez McDonald's, où on essayait de donner les plannings le plus en amont possible. C'est toujours ce qu'on essaye de faire, effectivement. Après, la question, c'est comment on s'assure qu'il soit modifié le moins possible. D'accord. Et la semaine de 4 jours, alors qui est le sujet, là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga, on entend parler beaucoup de ça. C'est donc un test que vous allez faire sur une population spécifique. Sur quelques supermarchés. Okay. On a défini des indicateurs qu'on voulait suivre avec des incontournables. Évidemment, si l'accidentologie augmente, on arrête. Oui, parce que ça peut faire travailler de manière un peu plus condensée. Donc, peut-être, il faut analyser, en effet, ce que ça donne en termes de santé au travail. Exactement. Il y a une partie posture qu'il faut, ou ergonomie de nos postes qu'il faut, en effet, évaluer. Donc, on a déterminé des indicateurs et l'idée, c'est que régulièrement, on fasse un point sur ces indicateurs-là et on fait un bilan au bout de 6 mois. D'accord. Comme ça, question qui me vient, mais parce qu'on en a un peu parlé en amont, mais la DRH que vous êtes est souvent sur le terrain, j'imagine. Oui. C'est quoi la récurrence et comment ça s'organise tout ça ? Parce que j'imagine que vous lancez la semaine de 4 jours sur un magasin, vous allez faire un suivi et peut-être vous aussi aller voir ce que ça donne, vous y rendre. Donc comment vous organisez Ouais, l'idée c'est d'être au plus près du terrain. Alors le COMEX de manière générale, le comité exécutif de Lidl, est sur le terrain 3 jours par semaine. Donc on est au siège lundi, mardi et 3 jours sur le terrain. Demain, je serai par exemple en direction régionale. L'idée, c'est d'être au plus près finalement des équipes, des problématiques qui peuvent être remontées, aussi de recueillir des idées. Donc oui, évidemment, ce suivi de ces organisations du temps de travail ou de ces tests se fera sur le terrain. D'accord, mais ce que j'aime beaucoup, c'est en effet les pistes que vous donnez là, en expliquant, on va tester, on essaye des choses. Je reviens juste sur la semaine de 4 jours, donc vous parliez des personnes qui sont à 30 heures. C'est ça. Donc, pour l'instant, c'est un focus sur ces populations-là. On a des supermarchés sur lesquels nos salariés sont à 35 heures et d'autres sur lesquels ils sont à 30 heures. 55% de notre effectif est à temps plein. Donc, ça concerne, on a encore une partie qui est à 30 heures. Les autres contrats sont des contrats de 7, 10 ou 14 heures qui sont des étudiants. On a 6000 étudiants. Ah oui. Donc, quand on n'est pas étudiant, on est
salariés à 30 heures ou à 35 heures. Et donc, on veut déjà commencer sur nos supermarchés ou nos équipés polyvalents à 30 heures. Et ensuite, on verra si on peut décliner ou pas. L'idée, c'est vraiment de se donner des données, des éléments chiffrés pour ensuite pouvoir décider de la mise en œuvre du plan d'action. Et sur un sujet comme celui-là, la semaine des 4 jours, le sujet, il vient d'où ? C'est une impulsion qui vient de vous. Comment les opérationnels prennent le truc en se disant j'ai pas très envie, pourquoi pas ? Si tout le monde est à l'écoute, on est forcément très sensible aux attentes des salariés. On sait que la question du temps de travail ou de l'organisation du temps de travail est un point majeur. Et on le ressent dans les attentes qui nous sont remontées ou même dans les raisons parfois de départ en disant « moi j'ai besoin de flexibilité dans mon organisation ». Donc pour nous, c'est un élément déterminant de s'interroger sur quels sont les modes d'organisation du temps de travail qui répondent le mieux aux attentes des salariés. Donc l'impulsion, elle est venue des discussions qu'on a eues avec nos partenaires sociaux parce que aussi sont sensibles à cette problématique-là. Évidemment. Et elle vient aussi de nous, de ce qu'on vit au quotidien, de ce qu'on écoute des expériences d'autres entreprises, en se disant, mince, il y a un truc, on va pas passer à côté. Et nous aussi, on veut faire partie de ces expérimentations. Alors, on doit l'expérimenter parce que on peut pas décider de déployer cette organisation-là sans en connaître les conséquences possibles, aussi bien très positives que moins positives. Voilà, il faut qu'on identifie tous les impacts, d'où l'expérimentation. Donc ça, on l'a discuté et de manière assez volontaire, on a eu des supermarchés qui étaient volontaires pour les tests. Ok, donc test and learn, comme on dit. Exactement. Vous regardez, vous voyez ce que ça donne, vous mesurez les résultats. Et c'est ça que je trouve intéressant, et j'en ai parlé dans un des épisodes, c'était avec Rémi Boyer, le fait que le DRH est vraiment ouvert à ce qui se passe dans la société, à ce qu'il entend, et se dit, tiens, ça, je peux le tester, l'essayer... C'est ça, hein ? C'est complètement ça. Et aussi, finalement, de se dire, OK, j'ai entendu cette pratique d'une autre entreprise, j'ai testé, alors ça peut ne pas marcher. Bien sûr, bien sauf sûr. qu'on sait pourquoi. Ça ne marchera pas chez nous. Et du coup, ça nous permet d'identifier d'autres options possibles qui sont mieux adaptées à notre organisation. Bah oui, ça peut ne pas marcher, c'est pas une obligation, mais en tous les cas, vous aurez, vos data, vous aurez mesuré, et en vous disant oui, ça marche, ou non, ça marche pas parce que... Oui, et on saura aussi l'expliquer à nos salariés, qui peuvent aussi avoir ces attentes ou ces craintes de la même façon. On saura dire, OK, on a les éléments qui nous disent que sur tant de supermarchés, ça a fonctionné. On a ajusté sur les quelques retours qu'on a eus. Et donc, on est prêt ou pas à le déployer plus largement. C'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Et sur ce sujet, comme beaucoup d'autres, mais... En effet, c'est pas une obligation que ça fonctionne à tous les coups, partout. Mais ce sujet de la semaine des 4 jours, on en entend vraiment beaucoup parler. Je dois parler bientôt à un DRH qui l'a mis en place, qui a été un de mes invités. Peut-être que je ferai un épisode spécial sur la mise en place de cette semaine de 4 jours. Lui, il est assez avancé dans le projet. Mais oui, c'est très intéressant de mesurer. Et puis ensuite, de pouvoir communiquer en interne et potentiellement en externe si vous le mettez en place, pour les collaboratrices et collaborateurs. Donc, vrai beau sujet lié évidemment avec la QVT et pleinement. Prochaine étape. Et j'aime beaucoup également les plannings choisis. Là. Ça, c'est intéressant, c'est très intéressant. Oui, très intéressant. Après, là aussi, on connaît les écueils possibles. Donc, l'idée, c'est de l'évaluer, de voir aussi comment ça marche d'un point de vue système. Comment on choisit, par quel moyen on sélectionne son créneau. Oui. Voilà, il y a en effet un aspect pratique qui est peut-être un peu moins simple à mettre en place. Et c'est ce que j'aime aussi dans la fonction RH, c'est j'allais dire la faculté, mais presque l'obligation qu'elle a aussi de se rapprocher de collègues, confrères, pairs, en disant ok, tiens, toi tu l'as fait, quels conseils tu peux me donner, quels sont les garde-fous dans les systèmes. Ça, c'est génial, effectivement, de pouvoir avoir cette capacité à interroger assez librement, parce que souvent, on a des activités qui sont différentes. Bien sûr. Donc, on peut échanger très facilement sur, en effet, des bonnes pratiques, des systèmes qui ont été utilisés, qui pourraient être déployés dans une autre entreprise. Donc, ça, c'est en effet un terrain d'expérimentation, l'entreprise, qui est aussi très intéressant. Tout à fait, génial. Passons au second sujet qu'on a choisi d'aborder, les évolutions internes, la gestion des compétences. Première question, est-ce que, parce que j'ai lu ce chiffre, 80% des managers
sont issus de l'interne chez Lidl, c'est vrai? Alors, c'est 90%. C'est 90. De nos managers qui sont D'accord. issus de l'interne. Qu'est-ce qui fait ce choix? Pourquoi? Ça fait partie de la culture d'entreprise. C'est dans les gènes de l'entreprise. Clairement, dans l'ADN de l'entreprise, en effet, que d'évoluer en interne. Alors déjà, on a cette capacité chez Lidl de pouvoir rentrer en tant qu'équipier polyvalent ou opérateur logistique sans prérequis de diplôme ou d'expérience préalable. Et du coup, ça ouvre un champ des possibles assez large où on peut évoluer très facilement hiérarchiquement, donc au sein d'un supermarché ou en plateforme. Et on a ensuite d'autres opportunités pour évoluer sur d'autres métiers. Voilà, c'est aussi très facile de changer de métier. On peut passer de la vente à l'immobilier, en RH, aux achats. Toutes les portes sont ouvertes et surtout on forme dans cette perspective-là. Les programmes de formation sont très complets. Ça veut dire que quelqu'un qui commence sur la partie opérationnelle, commerciale, peut tout à fait ensuite évoluer vers une fonction RH? Absolument. D'accord. Oui, c'est le cas d'une grande partie de mon équipe qui est issue de la vente et qui a été ensuite formée pour devenir responsable RH régional, cadre recrutement, etc. Donc il y a une vraie connaissance du terrain, du quotidien. Et apporte... cette orientation terrain fait aussi partie de la culture, c'est très clair. Mais c'est aussi le cas de mes collègues du comité exécutif, je suis la seule exception, mais ils sont tous issus de la vente. D'accord. Et sur un poste d'entrée. Très bien. Vous avez parlé d'une approche pragmatique des compétences. J'ai lu ça, hein, vraiment, c'est une expression que vous avez employée. Qu'est-ce que vous entendez par cette approche pragmatique des compétences ? Alors, on prône un modèle qui est basé sur la polyvalence de nos équipes ou la polycompétence, c'est-à-dire qu'un équipier polyvalent est capable d'être en caisse sur de la mise en rayon ou sur des actions spécifiques à l'organisation du supermarché. Et c'est la même chose en tant qu'opérateur logistique. On peut aussi changer d'activité, de secteur. Et pour nous, c'est important parce que c'est clé pour la diversité des compétences et donc l'employabilité. C'est clé aussi, et la mobilité qui va avec derrière. C'est clé aussi pour l'intérêt du poste, la diversité des activités, du contenu de l'activité, et ensuite pour la variation des postures et donc l'ergonomie de nos postes. Donc c'est pour ça que c'est une approche qui est très pragmatique puisqu'elle répond finalement à différents enjeux. Donc cette polyvalence est importante. Tout à fait, elle fait partie du modèle de notre entreprise. Et j'ai cru comprendre que chez Lidl, il y avait, alors je ne sais pas si c'est un passage obligé, mais en tout cas plutôt bien vu sur la partie plutôt vente. C'est le cœur de l'activité de notre entreprise, donc c'est pas un passage obligé, mais en effet, c'est la grosse partie de notre activité et c'est là où aussi on a la plupart de notre effectif. En matière de détection des potentiels, puisque vous faites évoluer, donc 90% des managers sont issus de l'interne, comment ça se passe pour détecter les potentiels? Parce que ça, c'est un vrai sujet. Parfois, on va chercher en externe alors qu'on a les talents en interne, mais encore faut-il arriver à détecter les potentiels. Comment vous faites alors il y a un process de développement, effectivement, avec une revue de développement, ensuite les entretiens annuels d'évaluation, puis on a des processus de détection, souvent par le biais d'évaluations type Assessment Centers, où ensuite on vient valider des compétences, un potentiel, pour identifier le poste d'après, selon les appétences de chacun. Donc, ça veut dire, j'entends assessment, vous vous dites, ok, lui, il a un potentiel, on va quand même mettre en place un assessment, donc une mise en situation. Cette mise en situation nous permet d'évaluer le potentiel. On a l'évaluation, par ailleurs, sur le poste actuel. Donc, on va mettre en place cette détection pour évaluer le potentiel et aussi les axes de développement, ce sur quoi on va pouvoir construire le plan de développement et les actions de formation. Donc, il y a derrière, ok, on met en situation, on regarde, et il y a, moi j'adore ce terme-là, de plan de développement, donc un accompagnement en disant, ok, bon, il est à ce niveau-là, on veut l'emmener là, on va pas le faire grandir trop vite, mais on va l'accompagner dans son développement pour qu'il soit à même de prendre un poste dans X temps. C'est ça ? C'est tout à fait ça. On est vraiment dans cette notion de développement. Ok, et donc, pour mettre en place tout ça, il y a une Lidl Academy. Alors, la Lidl Academy, c'est un organisme de formation qui nous permet, pour les parcours encadrants en supermarché notamment, de valider ce programme de formation par un certificat de qualification professionnelle, un CQP.
D'accord. Donc, il y a donc des cours, enfin, tout un programme. Il y a tout un programme de formation qui, à la fin, nous permet de valider un CQP. Et ce programme, il est qui est-ce qu'il met en œuvre? Là aussi, ce sont des personnes de chez Lidl qui viennent du terrain. On a en effet des personnes de chez Lidl qui viennent former et on a aussi quelques intervenants externes. D'accord. Donc, une vraie. Elle existe depuis combien de temps, cette académie? Depuis 2021. D'accord. Bon, donc, il y a un peu de recul. Ok, très bien. On a aussi une politique d'alternance, alors qui rentre aussi dans cette dynamique de développement des compétences. On a environ 1100 alternants chaque année qui rentrent chez Lidl dans une optique de rester chez Lidl, c'est ce qu'on souhaite. On en garde aujourd'hui environ 55% après leur alternance, mais l'idée est vraiment de pouvoir continuer à alimenter notre vivier. 1100 alternants chaque année chez Lidl. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 1000 jeunes qui intègrent l'enseigne. Beaucoup plus, parce qu'on a aussi nos 6000 étudiants qui intègrent l'entreprise sur des contrats 7, 10 ou 14 heures. Dont vous parliez tout à l'heure. Et qui, on a aussi des parcours de salariés qui ont commencé en tant qu'étudiants, ou en tant qu'alternants évidemment, mais sur un contrat étudiant, ça nous arrive aussi que les salariés restent après leur contrat étudiant. Alors on a 97% de CDI, donc on est, y compris nos contrats étudiants sont sous un format CDI. Et tous ces personnes qui rentrent en alternance, ces étudiants, rentrer dans une enseigne comme Lidl, c'est se dire tiens, je vais être formé, je vais avoir en effet une vraie formation, un vrai apport théorique que je vais mettre en pratique. Et puis, potentiellement, je peux faire carrière, je peux évoluer, je peux grandir. On peut construire un parcours et surtout, on peut changer de métier plusieurs fois chez Lidl. C'est ce qui fait aussi toute la richesse. On peut, comme on le disait tout à l'heure, passer des RH à l'immobilier sur des compétences qui sont quand même assez techniques, mais c'est possible et on le rend possible grâce à l'investissement formation. Beaucoup de promotions internes, oui. Donc un peu un ascenseur social également. Tout à fait. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête quand on parle d'enseignes comme Lidl ou comme d'autres qui permettent aux jeunes d'évoluer. Exactement, et qu'on a envie de faire savoir. Et on n'est pas assez connu encore sous cette dimension-là, et on souffre encore d'une image très axée grande distribution qui est pas toujours perçue positivement. Mais nous, on veut le faire savoir. La polyvalence, c'est bon pour la santé de nos salariés. La polyvalence, c'est bon pour le développement des compétences, et surtout, ça nous permet de construire son parcours. Grâce à ce podcast, vous pourrez le faire savoir. Je me dis, c'est sympa quand même d'être une DRH dans un groupe comme Lidl et de se dire, tiens, moi, je permets donc les 6000 ou 7000 plus les alternants, d'avoir une première expérience, de grandir dans une entreprise, de développer des compétences, de faire un parcours. C'est sympa ça quand même. C'est très enthousiasmant et ça apporte aussi une grande responsabilité, mais oui, c'est très énergisant, c'est certain. C'est pas mal comme chemin, on va dire, professionnel, de se dire tiens, moi je me lève le matin, voilà aussi ce à quoi je contribue. Je permets à ces jeunes d'intégrer. C'est ce qui rend notre métier passionnant. C'est top ça, c'est top. Super, merci beaucoup Laetitia. Ce que je vous propose, c'est qu'on conclue par les 3 dernières questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Le premier, c'est le conseil que vous donneriez ou les conseils à la jeune Laetitia qui aurait environ 25 ans et qui se dirait tiens, moi je veux faire carrière dans les RH. Vous, qui êtes DRH, qui avez un top parcours dans les RH, c'est quoi les conseils que vous pourriez lui donner? Je dirais vite à passion, saisis toutes les opportunités possibles de rencontres et de développement. D'accord, ok. Et c'est vrai que savoir ouvrir la porte qui s'est entrouverte, c'est vrai que c'est quelque chose de très important aujourd'hui pour mener à bien une carrière. Ok, très bien. Alors, vous êtes une lectrice invétérée, donc je ne sais pas si vous arrivez à sélectionner un seul livre, mais demain vous partez sur une île déserte, vous devez emmener un livre. Ce serait lequel? Alors, il y en a un que j'aime bien, qui est pas un roman, qui est plutôt un livre d'organisation, qui s'appelle « Ça ne marchera jamais », This Will Never Work, de Mark Randolph. C'est l'histoire de Netflix. Okay. Et je trouve qu'il donne des clés sur l'entrepreneuriat, sur comment on part de ses idées pour en faire une entreprise assez dingue.
Ça n'a pas encore été tourné en film, cette histoire. J'ai vu passer quelque chose. Le livre n'est pas récent, mais j'ai pas suivi sur J'ai vu passer la quelque chose et je me demande si ça n'a pas été... D'accord, mais Okay. J'ai entendu parler du livre et potentiellement d'un film. Et en effet, je pense que l'histoire est passionnante. Merci pour ce conseil. Est-ce que vous auriez une personne à me recommander, là, à qui je pourrais tendre mon micro, qui travaille dans les RH, qui aurait des choses à nous raconter pour un prochain épisode? J'aurais envie de dire John Scott, qui est DRH chez Amazon, et j'espère qu'il est partant. Bon, bah écoutez, je vais le solliciter et ça serait grand plaisir de le recevoir dans un prochain épisode. Merci beaucoup Laetitia pour tout ce que vous avez partagé, pour votre dynamisme et tout ce que vous faites au quotidien. Merci Flaubert. On va suivre ça de très près. Merci, à bientôt. Merci Flaubert, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de 13e mois. Si vous avez apprécié l'esprit et les échanges, je vous demande simplement de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Comme vous le savez, ce podcast est gratuit et votre seule contribution est de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui va nous aider à ressortir dans les classements et c'est vraiment super important pour nous. Vous pouvez aussi me laisser votre email sur contact@lamanufacturerh.com pour que je vous inscrive à la newsletter du podcast. Et pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en recrutement ou en coaching, la Manufacture RH se fera un plaisir de vous accompagner comme il se doit. Écrivez-nous sur contact@manufacturerh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je suis Flaubert et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.